Grâce au développement des volets précédents, nous avons appris à récolter les noms des tables, requêtes, formulaires et états d'autres bases de données. Ici, nous allons apprendre à lire les enregistrements d'une table d'une autre base de données grâce au code VBA Access. Le formulaire illustré à l'écran résume les travaux accomplis jusqu'alors. Un bouton permet de lister les noms de bases de données issus d'un dossier dans une première zone de liste. Dès lors, au clic de l'utilisateur sur l'un de ces noms, tous les objets de la base de données désignée sont restitués dans 4 autres zones de liste. Voyez-vous ici, par exemple, nous pourrions choisir la deuxième de ces bases pour constater qu'elle est composée de 5 tables, de 2 formulaires, de 2 requêtes, mais aussi d'un état. Et désormais, si l'utilisateur clique sur l'une de ces tables, nous pourrions choisir ici la table client, et bien constatez-le, ce sont tous les enregistrements qui sont lus et restitués dans une zone de texte placée dans la partie inférieure du formulaire. Pour finaliser cette application, nous devons récupérer la base de données qui consolide les travaux précédents. Et comme toujours, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, je vous invite, depuis le volet de navigation, à double-cliquer sur le formulaire F parcourir pour l'exécuter. Dès lors, nous allons entamer une petite simulation en cliquant sur le bouton à l'icône du dossier pour pouvoir atteindre un sous-dossier contenant des bases de données, donc dont nous importons, comme vous le voyez instantanément, tous les noms dans la première zone de liste. Et dans cette première zone de liste, désormais, je vous propose de cliquer sur l'un des noms de ces bases de données ainsi importées pour remarquer que nous obtenons les noms de tous les objets qui lui appartiennent répartis dans les 4 autres zones de liste, en l'occurrence ici seulement les 2 premières, car cette application ne propose ni requête ni état, mais constatez-le, si nous choisissons une autre base de données, celle-ci en l'occurrence propose de très nombreuses requêtes, la deuxième, nous l'avions déjà constaté, propose effectivement un état. Mais à ce stade, bien entendu, si vous cliquez sur l'une de ces tables, comme nous l'avons fait en préambule, eh bien vous remarquez que la zone de texte en bas du formulaire reste muette. C'est tout l'enjeu de ce dernier développement. Nous devons être capables d'accéder aux enregistrements de cette table pour la base externe désignée afin de les lire et de les restituer. Pour débuter, nous avons besoin de gérer l'événement du clic sur cette deuxième zone de liste. Elle est nommée les tables. Pour cela, à gauche du ruban accueil, tout d'abord, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage, dans les propositions à choisir le mode création, sur le formulaire en conception, à cliquer sur cette deuxième zone de liste pour la sélectionner. Dès lors, nous allons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Et dès lors, dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons choisir le générateur de code que nous validons avec le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur VBA Access, plus précisément entre les bornes de la procédure événementielle, les tables underscore click. Et vous constatez que les développements précédents sont bien présents dans d'autres procédures événementielles. Avant tout, nous avons besoin d'objets pour piloter la base de données distante et ses enregistrements. C'est la raison pour laquelle, comme il est de coutume, nous débutons par la déclaration des variables, mot-clé dim. Je vous propose de nommer la première autre BDD pour qu'elle porte bien son nom, autre base de données, que nous allons typer comme un objet access.application, c'est-à-dire un objet qui représente une instance d'access. Mais nous allons le voir, malgré cette déclaration, nous allons devoir, par le biais de cette variable, instancier la classe access de manière à hériter effectivement des propriétés et méthodes nécessaires pour manipuler les bases de données distantes. Dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer un objet que nous nommons ENR pour enregistrement et naturellement que nous typons comme un record set, c'est-à-dire un objet capable de représenter un jeu d'enregistrement à manipuler, à parcourir. Ensuite, nous avons besoin de variables plus usuelles. Je vous propose de nommer chemin la troisième que nous typons comme un texte, c'est-à-dire comme un string. Son rôle sera de reconstruire le chemin d'accès complet à la base de données désignée pour pouvoir la passer à l'instance de manière à la piloter par le code VBA Access.
Enfin, nous allons déclarer une petite variable de boucle que je vous propose de nommer i et que nous typons comme un entier court, c'est-à-dire un byte. Nous l'utiliserons pour parcourir tous les champs de chaque enregistrement de cette table de base de données externe, de manière à récolter effectivement toutes les données de chacune des lignes. Maintenant que les variables sont prêtes, nous allons pouvoir en initialiser certaines. Concernant le chemin d'accès, souvenez-vous, les informations ont été stockées dans les deux zones de texte masquées, nommées respectivement accès et la BDD. D'ailleurs, nous pouvons revenir sur le formulaire en conception, vous voyez, elles sont dans la partie supérieure, accès et la BDD. Ce sont des affectations que nous avons réalisées lors des travaux précédents. Donc il s'agit premièrement de l'accès au dossier à la base, à traiter, et du nom même de cette base. Ensuite, pour créer une nouvelle instance d'access, il est question d'exploiter la fonction VBA createObject, comme souvent quand il s'agit d'instancier une classe. Tout d'abord, je vous propose d'agir sur la zone de texte qui se nomme les enregistrements et qui doit accueillir l'extraction des enregistrements de cette table externe. Nous allons commencer, grâce à sa propriété value, pour la réaffecter sur du vide, c'est-à-dire que nous effaçons les précédentes extractions pour accueillir au gré des clics successifs sur les autres tables, les nouveaux enregistrements. Ensuite, nous devons recomposer le chemin d'accès dans la variable chemin, en faisant référence à nos deux zones de texte en commençant par celle qui se nomme accès. Nous accédons à son contenu grâce à sa propriété value, dès lors nous avons récupéré le chemin d'accès à la base de données, mais il manque encore son nom, donc nous concaténons et commercial, un anti-slash pour bien entrer dans le dernier dossier, et nous ajoutons le nom de la base de données qui est stockée dans notre zone de texte qui se nomme la BDD propriété value pour accéder à son contenu. Il est temps maintenant d'initialiser notre variable objet, mot-clé set donc, qui se nomme autre BDD pour représenter une nouvelle instance d'access grâce à notre fonction usuelle createObject qui, nous l'avons dit, permet d'instancier différentes classes selon le paramètre qui lui est passé, en l'occurrence avec le paramètre access.application, nous instancions la classe d'access. Dès lors, notre objet autre BDD a hérité des propriétés et méthodes pour piloter effectivement cette instance. Pour preuve, voyez-vous, IntelliSense se déclenche. Nous allons pointer sur sa méthode Open Current Database. Littéralement, si vous voulez, nous sommes en train d'indiquer que la base de données active, current, est cette instance. Et cette instance doit pointer sur la base de données cliquée par l'utilisateur, représentée par ce chemin d'accès complet recomposé. C'est ainsi maintenant que nous allons pouvoir rentrer dans le cœur de ces données précisément. Et puis, nous allons effectuer un dernier petit réglage sur cette instance, grâce à sa propriété visible, que nous allons régler à false, de manière à ce que la fenêtre d'access ne se déclenche pas, ne s'ouvre pas, pour que ces traitements se réalisent en tâche de fond. Maintenant que l'instance est créée pour piloter une autre base de données Access, nous allons pouvoir accéder aux enregistrements de ces tables, puisque nous pointons bien sur une base de données précise. Mais pour cela, nous devons d'abord initialiser l'objet ENR, afin qu'il hérite des propriétés et méthodes pour manipuler ces enregistrements. C'est la raison pour laquelle, nous réalisons une nouvelle initialisation sur notre objet ENR, mot-clé set, cela va de soi. Grâce à notre instance autre BDD, nous allons pouvoir atteindre sa méthode currentDB, une fois encore pour bien définir qu'il s'agit de la base de données current active, qui permet de descendre jusqu'à sa méthode enfant OpenRecordSet, qui porte bien son nom, qui permet d'atteindre un jeu d'enregistrement pour le lire et pour l'ouvrir et pour le lire. Faut-il encore lui préciser de quelle table ou de quelle requête il s'agit? Il pourrait s'agir bien sûr d'une requête SQL, en l'occurrence ici c'est la table intégrale qui nous intéresse, et ce nom de table est issu du clic de l'utilisateur dans la deuxième zone de liste qui se nomme les tables, et donc nous pouvons récupérer le nom cliqué par la propriété value de cette zone de liste, les tables. Dans l'enchaînement, voyez-vous, comme notre objet ENR a hérité des propriétés et méthodes,
Nous exploitons tout de suite, et comme il est de coutume, sa méthode moveFirst, de manière à placer le pointeur de lecture sur le premier enregistrement de cette table ainsi désignée représenté par l'objet ENR. Dès lors, nous pouvons engager une boucle classique pour parcourir tous les enregistrements de la table ainsi désignée du premier au dernier. Une boucle do que nous allons tout de suite borner, boucler, do loop. Loop, oui, nous allons boucler, mais jusqu'à où? Eh bien, c'est une instruction classique désormais que nous avons expliquée à maintes reprises. While not, ENR, notre objet ENR, qui représente les enregistrements, est propriété EOF, qui signifie littéralement end of file. Comprenez, fin du fichier, fin des enregistrements. Donc, si nous traduisons cette boucle, eh bien, nous allons réaliser un traitement récursif sur tous les enregistrements tant que le dernier n'est pas atteint. Nous n'oublions pas néanmoins, après chaque traitement dans cette boucle, de bien passer le pointeur de lecture sur l'enregistrement suivant pour que les traitements qui n'existent pas encore mais que nous allons maintenant entreprendre, eh bien, puissent se réaliser sur toutes les lignes tour à tour. Comme il est question de récolter toutes les informations de tous les enregistrements, nous devons engager une seconde boucle dans cette première boucle. Mais il s'agit cette fois d'une boucle bornée, une boucle forNext, car la propriété count de la collection fields pour l'objet ENR renseigne sur le nombre de champs contenus dans la table. Ce sont ces champs que nous devons parcourir pour chaque enregistrement, de manière à récolter les informations de chaque colonne. Donc, à l'intérieur de cette boucle do, bien sûr, avant l'instruction moveNext, c'est-à-dire pour l'enregistrement en cours, nous engageons notre boucle for sur cette variable i que nous avions déclarée, à partir du premier champ, à l'indice 0, tout jusqu'au dernier. À partir de notre variable ENR, nous pouvons exploiter la collection fields, qui représente tous les champs de cette table et qui permet d'atteindre sa propriété count, qui renseigne sur le nombre de ces champs. Et comme nous partons de l'indice 0 nécessairement et pas du 1, eh bien nous retranchons une unité pour parcourir tous ces champs du premier au dernier. Dès lors, eh bien, nous allons tout de suite bien sûr borner notre boucle forNext, donc next i. Il convient pour l'enregistrement en cours, par le biais de cette boucle imbriquée, de consolider toutes les informations de chacun des champs dans la zone de texte, rappelez-vous, qui se nomme les enregistrements. Alors là, j'ai dû inverser quelques lettres, oui je le vois, je l'ai tapé un petit peu vite, donc je vais les récupérer ici, voyez-vous, ça va être beaucoup plus simple, plutôt que... J'aurais dû, là en l'occurrence, donner un nom de contrôle plus court, de manière à ce que, lors du développement, il soit moins fastidieux de le rappeler. Donc, cette zone de texte, les enregistrements, .value pour affecter son contenu, à quelle valeur? Eh bien, à la valeur qu'il possède déjà, à laquelle nous allons ajouter l'information de champ suivant pour l'indice en cours de lecture dans la boucle. Cette fois-ci, la collection fields, nous lui passons effectivement cet indice en cours pour pointer sur le premier champ, puis le deuxième, puis le troisième, jusqu'au dernier, et c'est ainsi que nous les consolidons tous tour à tour, je vous le rappelle, pour l'enregistrement en cours de lecture dans la boucle do, et ainsi de suite pour tous les autres. Bien sûr, nous souhaitons séparer ces informations de champ d'un espace, un espace entre chaque information de champ, donc, et commercial, et l'espace entre double quote. À l'issue, puisque nous allons passer à l'enregistrement suivant, il est question de placer ces informations sur une autre ligne. Donc, une fois que nous avons consolidé toutes les informations de champ, eh bien, nous allons ajouter un saut de ligne. Nous prenons la valeur en cours dans cette zone de texte, à laquelle nous allons ajouter un saut de ligne. Comme cette zone de texte est une zone de texte enrichie, eh bien, c'est la balise HTML BR qui permet de réaliser ce saut de ligne. Pour preuve ici, mais nous l'avions déjà expliqué, si vous sélectionnez cette zone de texte, que vous activez l'onglet Données de sa feuille de propriété, constatez que son attribut format du texte est réglé sur texte enrichi, alors que par défaut, pour toute cette zone de texte, l'attribut est réglé sur texte brut, et avec un texte brut, nous ne pouvons pas réaliser de saut de ligne.
Enfin, comme vous le savez, et comme il est de coutume, une fois que les objets déclarés ne sont plus utilisés, nous devons les fermer et les détruire pour libérer la mémoire de l'ordinateur. C'est la raison pour laquelle, à la fin du traitement, lorsque les objets ne sont effectivement plus utilisés, donc après la boucle do loop qui englobe la boucle for next, eh bien, nous allons tout d'abord fermer notre jeu d'enregistrement avec la méthode close de l'objet ENR. Nous allons quitter l'instance d'access grâce à sa méthode quit, donc nous fermons cette instance, et puis nous allons détruire, comme il est de coutume, ces objets en les réinitialisant, donc les set, à nothing. Car de cette manière, nous les détruisons, nous les vidons de la mémoire, et donc nous libérons les ressources de l'ordinateur. Il est temps de tester, je vous propose donc d'enregistrer les modifications, de basculer sur le formulaire, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le bouton à l'icône du dossier pour pouvoir ouvrir un répertoire contenant des bases de données qui sont de fait aussitôt importées, de cliquer dans la première zone de liste sur l'un de ces noms de bases de données, comme par exemple ici facture client construction, et dans l'enchaînement, dans la deuxième zone de liste, je vous propose de cliquer sur l'une de ces tables, comme pourquoi pas la table commande, pour constater que toutes les informations de cette table sont parfaitement restituées. Il en va de même, voyez-vous, si nous choisissions une autre base de données, en l'occurrence celle-ci est une base de données d'évaluation par QCM, avec des thèmes, des questions et des possibilités de réponse, nous pourrions pointer sur la table Microsoft Access pour constater que nous récupérons effectivement ici, les unes sous les autres, toutes les questions qui sont posées à titre d'évaluation avec les choix possibles de réponse. Et en l'occurrence, vous voyez que cette table est quand même assez fournie. Quoi qu'il en soit, nous avons parfaitement réussi à accéder aux enregistrements de tables de base de données externes grâce au code VBA Access exploitant une instance d'Access. J'espère donc que ce dernier volet vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.